Bonjour Madame Berthoud, bonjour Monsieur Chastanet. Vous travaillez tous les deux au ministère de l'Intérieur. Pouvez-vous nous préciser votre mission et tout particulièrement par rapport à l'application Synapse? Très bien. Écoutez, merci déjà de votre accueil virtuel. Donc, écoutez, moi, je suis le responsable du pôle transverse d'information géographique et de géomatique, qui est rattaché à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, donc au sein du ministère de l'Intérieur. Et Sandra Berthoud est chef de projet au sein de l'équipe. Et on est responsable de la mise en œuvre du projet Synapse dans sa globalité, dont je vais vous présenter les principales caractéristiques. Très bien, écoutez, je vous propose de passer directement à cette présentation. Pour vous présenter la plateforme Synapse, je vais m'appuyer sur quelques supports de présentation. Puis par la suite, je vous présenterai de manière dynamique un certain nombre de fonctionnalités, des outils mis en œuvre. Donc le SIG Synapse pour système numérique d'aide à la décision pour les situations de crise. Donc c'est ce que je vous disais, je vais vous présenter les objectifs généraux couverts par la plateforme. Quelques informations sur la sécurité, l'infrastructure, mais dans des très grandes généralités. Les applications Synapse, les grands concepts de base, et on ira par la suite sur une présentation dynamique des outils. Donc le pôle transverse d'information géographique et géomatique donc assure un rôle un peu particulier finalement, puisqu'on assure la maîtrise d'ouvrage du projet, donc du programme Synapse, mais on assure surtout la maîtrise d'œuvre fonctionnelle de la plateforme. Donc une administration de bout en bout de la base de données, en passant par la mise en œuvre de web services et la mise en œuvre des applications qui consomment ces mêmes web services. Donc il y a vraiment une gestion et une maîtrise complète de l'ensemble des briques de la plateforme qui nous apporte finalement une souplesse dans son emploi et dans son adaptation aux besoins, puisqu'on est fortement impliqué dans les phases de gestion de crise. J'y reviendrai par la suite. Des missions portées par le pôle du quotidien, je dirais, on appuie également les services sur des productions cartographiques, je ne vais pas dire classiques, mais ponctuelles à la demande des différents services avec lesquels on peut travailler. Donc, comme je le disais, le TI2G donc, est MOA de la plateforme Synapse, MOE fonctionnel de l'ensemble de la plateforme, mais on est également utilisateur des outils que l'on met en œuvre, puisqu'on arme une double astreinte. D'une part, une astreinte au profit du centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, qui est le CO de la direction générale, et on arme également une astreinte au profit du centre interministériel de crise, qui est un centre froid activé à la demande du Premier ministre lorsqu'il y a de fortes perturbations sur le territoire national. Donc on vient, nous, armer la fonction géomatique de ces deux centres. Donc c'est un schéma d'emploi qui est assez atypique, puisqu'on est à la fois je dirais, à la direction de projet, à sa mise en œuvre et à son utilisation. Donc, c'est assez atypique pour un projet de système d'information. Oui. Donc, maintenant, les principaux objectifs couverts par la plateforme. Donc, la plateforme Synapse est une plateforme qui distribue des applications géodécisionnelles. Donc, comme vous le verrez par la suite, Synapse, ce n'est pas une seule application, c'est un environnement d'applicatifs qui consomme du contenu. Et ceci afin de répondre à des besoins métiers. Donc on couvre en premier lieu les besoins métiers des services centraux et déconcentrés de la direction générale, donc dans ses différentes composantes. Il s'agisse des besoins, des applications qui couvrent des besoins des services, les formations militaires de la sécurité civile, les moyens aériens, le déminage, des bureaux comme le BAGER sur l'analyse et gestion des risques,
des bureaux planification, enfin, etc. Donc ça, c'est vraiment le métier interne, les métiers internes à la direction générale dans son périmètre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième axe de travail, et celui qui nous anime, est de doter la chaîne opérationnelle de planification et de gestion de crise dans sa verticalité, c'est-à-dire d'adresser des applications qui soient partagées et collaboratives sur la chaîne territoriale de gestion de crise. Donc, au niveau, ça répond au principe de subsidiarité. Le premier niveau auquel on adresse les outils, ce sont les préfectures de département, puis les zones de défense, et enfin l'échelon central, donc niveau national, si vous voulez. Donc on couvre, les applications couvrent un périmètre d'emploi lié à la planification, donc sur des phases froides, et sur la phase dite chaude, donc de conduite proprement dite, ou de suivi d'un événement, d'une crise qui affecterait le territoire. Donc, si on reprend la chaîne des centres opérationnels, on couvre les COD en préfecture, les COS au niveau des zones de défense, le COGIC au niveau central, et la CIC si celle-ci, ou le CIC si celui-ci est activé. Donc, il y a deux circulaires qui régissent l'emploi de Synapse, mais ça n'a pas moins d'importance ici. Donc, comme je le présentais tout à l'heure, Synapse, une application Synapse, la plateforme Synapse, pardon, aujourd'hui, c'est une trentaine d'applications qui sont distribuées par la plateforme et qui couvrent des besoins métiers différents. Donc, on porte à peu près à 2500 utilisateurs de la plateforme qui ont des accès aux différents outils. Alors, à certaines applications, un utilisateur n'accède pas à tout. Et une application Synapse, c'est du contenu géographique et des fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, on gère une base de données centralisée qui comporte des informations géographiques à partir de laquelle on met en œuvre des services web qui sont consommés par les applications. Bon, c'est du contenu et des fonctionnalités. J'y reviendrai juste après dans les slides suivants. Donc, en termes de contenu, nous, on distingue trois grandes catégories finalement d'informations géographiques. Le premier groupe, qui est une information statique, où on s'attache à décrire nos territoires. Donc, ça s'appuie sur une collecte systématique avec nos partenaires en interministériel, donc des différents ministères ou des établissements publics qui sont sous la tutelle d'un ou plusieurs ministères, des opérateurs de réseau. Donc, on ramène ces informations géographiques au sein de la plateforme afin de constituer un référentiel multisectoriel qui nous permet de connaître les territoires. Globalement, ça constitue une base d'enjeux, si vous préférez. Oui. Au sein de ce référentiel, on va retrouver une composante risque, puisqu'on va s'attarder à intégrer les sommes d'informations sur des risques passés ou les études qui ont pu être faites, qu'il s'agisse de risques technologiques, naturels, essentiellement. Donc ça, c'est le premier groupe de données. Le deuxième groupe est une information, sont des informations plus volatiles et dynamiques qui sont liées à la survenance d'un phénomène et où on cherche à caractériser le phénomène. Donc soit le modéliser, soit à l'observer. Donc de la même manière, on va s'appuyer sur un réseau partenarial où l'objectif est d'ingérer en temps réel des informations qui sont produites par des entités expertes. Alors aujourd'hui, la plateforme évolue, bien évidemment, tout ne se fait pas en un jour. Donc il y a des choses qui sont très avancées sur la gestion du risque inondation, sur la gestion du risque nucléaire, avec l'IRSN, des
sujet plutôt météorologique. Donc on vient injecter en temps réel des informations, donc soit des réseaux de mesure, soit de la modélisation du phénomène qui sont produits par ces centres d'expertise en fait. Une deuxième composante de cette expertise peut être de l'observation. Donc au niveau du COGIC, on a la possibilité de faire des acquisitions satellitaires sur des secteurs d'intérêt qui auraient été impactés ou qui sont impactés par un phénomène d'origine naturelle ou anthropique technologique. Donc cette imagerie, enfin plutôt l'information issue du spatial est injectée dans le système et redistribuée dans l'écosystème d'applications Synapse. Donc là, ce que l'on cherche à faire, c'est à qualifier le phénomène observé. Donc on s'appuie sur deux cadres programmatiques existants. Le premier étant la Charte internationale espace et catastrophes majeures, qu'on réserve plutôt un emploi de cette charte lorsqu'il y a une intervention de la France qui prête assistance à un pays sinistré. Et le deuxième cadre, où on a plutôt tendance à l'activer lorsque ça concerne le territoire national, est un service européen, Copernicus, Emergency Rapid Mapping Service. Donc c'est un service Copernicus porté par la Commission. Et enfin, le troisième groupe, typologie d'information au sein du système, elle est purement métier. Donc elle est adaptée au regard de la communauté métier que l'on sert. Donc à titre d'exemple, il va y avoir sur ces informations métiers, des informations assez classiques qui décrivent un métier, l'implantation des moyens aéronautiques, enfin que sais-je, des informations par exemple liées à la planification ou à la phase de conduite. Donc ça a été l'objet d'un travail avec les acteurs qui concourent à la gestion de crise pour spécifier et transcrire en fait leurs besoins et le matérialiser dans le système afin que les acteurs puissent être des acteurs du système d'information et le faire vivre, c'est-à-dire de créer des informations qui leur sont propres et qui sont dans leur domaine métier respectif. Et enfin, une application Synapse, c'est également des fonctionnalités. Donc là, on a vu le contenu et on adresse également des fonctionnalités. Donc ces fonctionnalités, elles sont, je dirais, assez classiques pour des systèmes. Enfin, il y a des fonctionnalités assez classiques pour un SIG et il y a des fonctionnalités qui sont sur mesure au regard d'un besoin exprimé par, encore une fois, le métier. Donc, dans nos domaines de planification ou de gestion de crise, il y a des modules analytiques qui ont été implémentés pour dériver des indicateurs finalement d'exposition, soit un événement qui est en cours ou une modélisation, etc. Bien, maintenant, nous allons passer sur la partie dynamique pour vous présenter quelques caractéristiques de l'outil. Donc, comme je le précisais, une application, c'est du contenu et des fonctionnalités. En termes de contenu, on va retrouver des bibliothèques de fonds de plan assez classiques de l'éditeur ou des fonds IGN, donc de l'ortho, les scans, l'OSM, etc. Donc, c'est différents fonds bien connus dans le monde de la géomatique. En termes de contenu géographique, donc j'ai juste sélectionné quelques référentiels pour vous montrer le principe d'emploi. Donc, c'est le principe, je monte un service. Là, je vais m'intéresser au segment enseignement. Donc, si je vais sur Nantes, on va avoir un certain nombre d'établissements qui vont apparaître dans le système. Via le système, on peut interroger finalement les informations qui y sont présentées. Donc là, en l'occurrence, c'est l'école maternelle Louis Guilloton, donc qui est 7 rue Champenois à Nantes. Et donc le ministère de l'Éducation nationale qui distribue et nous fournit cette base de données nous donne également un certain nombre d'informations
plus précise sur l'établissement, dont ses coordonnées, et également le nombre d'élèves, en l'occurrence ici 110, ce qui nous intéresse pour la suite de nos analyses. Si je prends un autre thème, santé, c'est le même principe. On hiérarchise les informations en fonction d'un certain nombre de thématiques. Donc ici, on met en exergue toutes les infrastructures, notamment les EHPAD ou les structures de la petite enfance ou les structures hospitalières, qui sont des infrastructures dont l'évacuation est toujours complexe. Donc de la même manière, on peut interroger, on aura les informations associées à ces différentes infrastructures. Réseau, transport, donc là on hiérarchise l'information sur le segment aérien, le réseau ferroviaire, donc il y a une base de données de la SNCF, le réseau routier, le réseau maritime et les voies fluviales. Donc dans le principe des outils, on adapte la quantité d'informations à l'affichage en fonction de l'échelle de travail. Bien évidemment, plus on zoome, plus il y aura d'informations qui va s'afficher au sein du système. Il y a des points très précis. Bon, c'est quelques exemples de référentiels, puisqu'on va avoir d'autres services sur le segment énergétique, sur l'agriculture, enfin tous les grands segments d'activité qui peuvent se produire sur le territoire. Donc maintenant, sur des informations d'expertise, comme je l'évoquais dans ma présentation statique, je vais vous montrer un exemple lors de la tempête Alex, où on déclenche des acquisitions satellitaires sur un certain nombre de secteurs. Et voici l'information que l'on peut obtenir issue de l'observation satellitaire. Donc, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, et l'ensemble des points rouges ici présentés correspondent à des bâtiments qui ont été détectés comme étant détruits et donc plus visibles dans les images, et également une analyse faite sur la partie le réseau routier et une caractérisation du coût de l'aléa, donc là qui correspond à une crue cinétique très rapide. Et pour illustrer je vais enlever l'aléa. Et donc, pour illustrer mon propos, l'IGN a mené une campagne aérienne également sur les vallées qui ont été impactées par la tempête Alex. Donc, effectivement, on voit bien que le satellitaire nous dérive les informations où il y avait des bâtiments présents avant et plus après le passage de la tempête, vu que tout a été ravagé, jusqu'au pont qui a bien été identifié comme coupé et visible dans les imageries Pléiades qui ont été utilisées. Donc ça, c'est un premier exemple autour de la tempête Alex. Je vous montre un deuxième exemple sur le feu de forêt de Gonfaron de cet été. Voilà, donc en vert, c'est l'emprise, c'est très visible à l'écran, le secteur où on a demandé une couverture satellitaire. Et donc pendant 3 jours, on a reçu, donc ça c'est la situation le 17 août, où il y a la zone, la superficie brûlée avec les points de feu actifs visibles dans l'image le 17 août. Le 18 août, donc la superficie brûlée qui est plus importante, toujours avec des fronts de flammes actifs. Et le 21 août, l'extension du feu de Gonfaron qui était très important cet été. Alors, on va changer de secteur. On va aller vers Nantes. Et je vais vous présenter des fonctionnalités analytiques présentes au sein de l'outil. Je vais commencer en m'intéressant à un risque technologique. Donc, au sein du système, on a un service où on décrit les risques technologiques, donc
qu'ils soient radiologiques, nucléaires, les sites Céveso, les ICPE, les ruptures grandes barrages, la composante risque naturel. Donc, il s'agisse d'inondations, feux de forêt, submersion marine, séisme, etc., etc. Donc, concernant un risque techno, si je regarde au sein du rayon PPI autour d'une installation classée, donc on a des outils d'analyse qui nous permettent d'utiliser des informations qui sont présentes dans le système. Donc là, j'ai sélectionné mon rayon PPI autour de ce site. Et le système me renvoie les enjeux qui sont contenus au sein de ce rayon PPI. Et il me propose une statistique globale en me donnant, voilà, il y a 26 établissements liés à l'enseignement, 22 liés au sport, 4 liés au transport, 4 à l'agriculture, etc., etc. Donc ça, c'est une statistique globale. Et on présente l'information sous un format tabulaire où ça nous liste l'ensemble des enjeux qui sont au sein de ce rayon, et avec un résumé statistique, et en l'occurrence, sur la partie enseignement, les 26 enseignements correspondent à 3969 élèves. Alors maintenant, je vais passer sur un autre module d'analyse à partir d'un autre thème, qui est la partie inondation. Donc, au sein du système est accessible les informations issues de Vigicru. Donc, c'est les états de vigilance sur le réseau surveillé, donc sur l'ensemble de la France. Donc, je vais revenir à Nantes. En l'occurrence, au niveau de Nantes, il y a une station hydrométrique sur laquelle les services de prévision, lorsqu'il y a des états de vigilance orange ou rouge, vont faire des prévisions attendues à cette station hydrométrique. Et ils peuvent, par exemple, nous dire on attend dans les 24 heures 7,20 m à la station de Nantes-Pontane. Donc, il y a un module qui permet d'aller chercher les scénarios, les différentes modélisations hydrauliques qui ont été réalisées par les services de prévision des crues centralisés par le Chapi. Donc, si je cherche ma station de Nantes, voilà, il y a 3 scénarios hydrauliques à cette station. Le premier étant à 7,50 m. Donc, si je le sélectionne, 7,50 m, voilà le débordement qui est attendu si on atteint cette cote à cette station. Donc, de la même manière que pour le rayon PPI, on peut utiliser cette information pour lancer une analyse, mais cette fois-ci, je ne vais pas la faire sur les enjeux, mais sur la partie population. Voilà, et il me renvoie, le système me renvoie l'information. Donc, en l'occurrence, sur la commune de Couëron, il y aura, c'est une estimation, bien sûr, ce n'est pas la réalité, il y a une centaine de personnes résidentes qui sont exposées à ce risque inondation. Donc, pour les visualiser dans l'image, voilà, correspondant à ces parties du territoire qui seraient exposées. Bien évidemment, si le scénario, donc de la même manière, il y a un résumé statistique où l'estimation est sommée. Si on nous annonce des cotes plus élevées, typiquement à 8,50 m, le débordement est plus tout à fait le même, il va être plus important, bien évidemment, et donc impacter plus de population et de biens. Voilà en quelques mots un peu le principe, quelques principes généraux sur l'emploi des applications Synapse pour la planification et la gestion de crise. Et je pense que j'en ai terminé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche.